Camarades, bonjour. La dernière fois, on s'était arrêté sur un Justinien au pouvoir assez chancelant. Il avait déjà dû faire face à une révolte visant à le déposer dès ses premières années, et pire encore, lui qui n'a aucune expérience militaire, a perdu sa toute première campagne contre l'ennemi héréditaire de l'Empire romain, la Perse sassanide. Mais ça, c'était avant. C'était sans compter sur 532 et la révolte de Nika, qui a vu émerger un nouvel homme de confiance pour Justinien, Bélisaire, qui bien que dans un premier temps est responsable de la défaite en Orient pour l'empereur, va être vu comme l'homme capable de faire cette restauration impériale chère au cœur de l'empereur. Et ça, c'était sans compter non plus sur l'appel à l'aide qui tombe pile au bon moment de la part du roi des Vandales, Hildéric. Bon, alors on va faire ça rapidement, et même très rapidement, promis, mais il faut se demander ce que des Germains originaires des rives de la mer d'Azov viennent foutre comme ça en Afrique du Nord. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au 5e siècle, l'Empire d'Occident est plutôt en crise, et que sous la pression des Huns, de nombreuses tribus germaniques sont poussées vers l'ouest pour venir se fédérer à l'Empire romain, ou alors même se tailler leur propre royaume. C'est le cas par exemple en Gaule, en Hispanie, en Illyrie, et pour ce qui nous intéresse ici, pour les Vandales, en Afrique. Bref, comme le dirait l'autre taré... La grande transhumance. Ben oui, je vois pas pourquoi quand les mecs sont blancs aux yeux bleus, les faf n'utilisent pas les mêmes termes. Faut dire que quand des Européens fuient la guerre pour aller en Afrique, c'est plutôt ok, on parle même des fois de mission civilisatrice. Mais quand c'est l'inverse pour les faf, N'est-ce pas ? C'est non. Mais bon, passons, on n'est pas là pour parler politique au XXIe siècle, mais bien de nos soi-disant barbares. Si dans un premier temps, les Francs vont alors s'installer en Gaule du Nord, les Visigoths en Hispanie et en Provence, les Burgondes en Lyonnaise, les Ostrogoths en Illyrie, les Suèves en Lusitanie, pour nos amis Vandales, quand ils arrivent en 406, c'est la S. Tous les territoires sont pris par les nouveaux peuples fédérés ou par les Romains, et poussés au cul dans un premier temps à l'ouest par les Huns, puis par les pouvoirs locaux, ils vont se retrouver en 429 à créer leur propre royaume à partir de l'ancienne province romaine d'Afrique, en actuelle Tunisie. Alors, on va pas se perdre en détail sur le déroulé de la conquête africaine, puisque ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, et si ça vous botte, laissez-moi ça en commentaire, peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose. Mais une fois installés, les Vandales sont un royaume dit barbare, assez singulier. Contrairement aux autres royaumes de cette époque, lui refuse de reconnaître l'autorité romaine. Il est vindicatif envers l'Empire d'Occident agonisant, et lance des expéditions contre ce dernier, notamment en 455, lorsque l'armée vandale va se livrer au pillage de Rome. En 476, quand l'Empire d'Occident chute aux mains d'Odoacre, l'Empire d'Orient va alors chercher à signer un traité de paix avec les Vandales. Et ainsi, le royaume vandale va devenir la puissance maritime de la Méditerranée occidentale, avec le contrôle des Baléares, de la Corse, la Sardaigne, et surtout du grenier à blé, qu'est la province d'Afrique. Mais pour en revenir au cœur de notre vidéo, quand Justinien arrive au pouvoir, le roi des Vandales est un certain Hildéric, et règne depuis environ 4 ans. Et Hildéric est un roi assez singulier pour le royaume vandale. Ce dernier, contrairement à ses prédécesseurs, est plutôt romanophile. Il cherche à entretenir de bonnes relations avec l'Empire romain, et notamment à faire de nombreuses relations commerciales. Pire encore, pour les Vandales du moins, qui sont majoritairement ariens, comme la plupart des royaumes germaniques de l'ancien Empire d'Occident, ce dernier a stoppé les persécutions envers les chrétiens nicéens et va rendre les biens à l'Église. Et toute cette politique de romanophilie et de tolérance envers les non-ariens n'est pas du goût de tous parmi la noblesse. Ainsi, en 530, un putsch éclate pour remplacer Hildéric par son cousin, Gélimer. Et Gélimer, lui, il est plutôt de l'ancienne tradition. C'est l'ancienne école, à peine au pouvoir, il va rompre les liens avec l'Empire romain, il va reprendre les persécutions envers les Nicéens, reconfisquer les biens de l'église, et ne pas être super sympa, avec son cousin qui va avoir de nombreux sévices, alors en prison. Non, mais pour comprendre le gars, il faut se remettre un peu dans le contexte. Il était toujours en rogne. Il gueulait du soir au matin. Alors pour le mettre au courant de quelque chose, fallait déjà s'approcher de lui sans prendre un coup de masse. Vous l'avez connu, vous ? Je l'ai connu. Mon père et lui ont jamais pu se blairer. De toute façon, ils ont jamais pu blairer personne. C'est des caractères qu'on appelle. Et ça, pour un sacré caractère, le Gélimer s'en est un. Vous allez comprendre pourquoi. En plus d'Hildéric, il fait également enfermer ses 2 neveux, Ohamer et Évagès. Ça ne s'invente pas, des prénoms pareils. Mais pour la simple et bonne raison qu'il veut stabiliser son pouvoir et avoir aucune contestation. Devant de tels actes, Justinien, qui était alors en bon terme avec les Vandales, va envoyer un émissaire à Gélimer pour que ce dernier libère Hildéric, les 2 neveux, et surtout renonce au trône.
ce à quoi Gélimer va simplement répondre en aveuglant l'un des deux neveux. Ça doit vouloir dire non. Où est-ce qu'il a appris à négocier ? On se le demande. Partant de ce postulat, Justinien a alors son casus belli. Officiellement, il va faire une expédition pour remettre sur le trône Hildéric, le roi légitime reconnu par Constantinople, et déposer Gélimer, afin de garder des bonnes relations avec le royaume vandale qui contrôle tout l'ouest méditerranéen, donc pour le commerce, c'est un allié sur lequel il faut compter. Mais officieusement, vous êtes au courant, Justinien, c'est un profond nostalgique. Il a ce projet fou de restauration impériale, et ça n'a pas marché en Orient, ça marchera peut-être en Occident. L'expédition envoyée a alors pour but non pas de libérer Hildéric et le remettre sur le trône, mais bien de buter les Vandales, afin de faire re-rentrer la province d'Afrique dans le giron impérial. Écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Sauf que manque de peau, une guerre ça se déclare pas comme ça, même quand on s'appelle Justinien. Le Sénat, qui dans la plus pure tradition d'administration byzantine et pragmatique, a l'œil sur les comptes et refuse de financer l'expédition. Faut dire qu'entre la défaite face à l'Empire perse, le massacre de Nika et les divers tributs à payer, les caisses à Constantinople sont vides et l'entreprise n'est pas assurée. Le Sénat se rappelle très bien de la dernière expédition contre le royaume vandale conduite par Léon Ier en 468 et qui avait abouti sur un échec. Cette dernière avait coûté pas loin d'1 an de revenus complets à tout l'Empire, soit selon Pierre Maraval quelque chose comme environ 60 000 livres d'or et 200 000 livres d'argent. Ça fait pas mal de thunes. En plus de ça, dans les années 530, l'armée romaine est moyen chaude à une telle opération. Elle a pris un gros coup au moral avec la défaite en Orient contre les Perses, et l'inexpérience militaire de Justinien ne rassure pas les généraux. Mais Justinien, tout ça il s'en fout. Le Sénat refuse de payer, les généraux ne veulent pas soutenir, il va alors en appeler au pouvoir divin pour convaincre tout le monde. Il va convoquer ses généraux et les représentants du Sénat et leur expliquer qu'il a fait un songe, dans lequel un martyr africain est venu lui reprocher sa non-intervention envers les Ariens qui persécutent les Nicéens. En plus de ça, selon Justinien, dans le songe, le martyr lui confirme que Dieu est de leur côté et que la victoire est assurée. Alors forcément, dans de telles conditions, même si les caisses sont vides et le moral au plus bas, on va éviter de fâcher le divin, et du coup, tout le monde se met en place, et l'expédition est accordée à Justinien. Ça c'est sûr, tant qu'il met de la calamité dans la négociation, on a toujours un grand retard. La campagne d'Afrique débute alors au 22 juin 533. Le commandement de l'expédition est confié alors par Justinien à son Magister Militum d'Orient, Bélisaire, qui, bien que jugé responsable dans la défaite face aux Perses, s'est vu rehaussé dans les bonnes grâces de l'empereur grâce à la sédition de Nika. En plus de ça, pour que une fois là-bas il ne soit pas contesté, Justinien va le nommer Strategos Autocrator, autrement dit, général en chef avec des prérogatives impériales. L'armée de Bélisaire est alors moindre que celle qu'il a pu commander lors de sa campagne contre les Perses. Elle est composée d'environ 15 000 hommes, répartis en 10 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Parmi ces derniers se trouvent alors 1500 à 2000 bucellaires, de la cavalerie levée aux propres frais de Bélisaire, sans l'argent public, et des fédérés, environ 400 érules et 601. Le tout est transporté par 500 navires, et pour l'escorte, 92 dromons, pour un total donc d'environ 2000 hommes, marins et rameurs confondus. Dans les bagages de Bélisaire, on trouve également sa femme, Antonina, qui a un impact sur le général qui est à peu près équivalent à celui qu'a Théodora sur Justinien. Mais surtout, dans les bagages du général, on va trouver Procope, qui va l'accompagner et écrire sur place sa guerre contre les Vandales, qui est notre source principale aujourd'hui. La flotte de Bélisaire mouille alors en face du palais impérial. Le patriarche, Épiphane, bénit cette dernière et l'expédition part pour l'ouest. Le voyage n'est alors pas de tout repos, il est ponctué par plusieurs étapes, d'abord Héraclée, puis Abydos, Métone, Zacinthe, et environ 15 jours plus tard pour arriver à Kokana, au sud de Syracuse. Puisque bien que Terre Ostrogoth, la reine régente, Amalasonte, là aussi ça ne s'invente pas, permet aux Romains l'accès aux ports siciliens et leur fournit même vivres et chevaux pour la campagne à venir. Et ça, sans que les Vandales le sachent. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard? Bon, en vrai, les Vandales, ils devaient peut-être s'en douter un peu, puisque les relations entre Ostrogoths et Vandales à cette époque, c'était pas vraiment ça. Mais toujours est-il que pour les Romains, ça leur fait une base arrière solide pour la future expédition. Et même mieux encore, Procope, qui est dans les bagages, et surtout, toujours dans les bons coups, va rencontrer là-bas un marchand qui est un bon copain à lui et apporte des bonnes nouvelles aux Romains. Ce marchand va signaler que Gélimer est à l'intérieur des terres,
à 4 jours de la moindre côte, puisqu'il est en train de réprimer les morts qui décident de faire chier et n'apprécient pas l'autorité vandale. Mieux encore, 150 navires et environ 5000 hommes sont partis en Sardaigne pour réprimer un gouverneur qui a voulu se la jouer un peu trop indépendante, et à l'est du royaume, en Tripolitaine, une révolte populaire va occuper le reste de l'armée. Autrement dit, toute la côte de l'actuelle Tunisie est sans défense, les cités ne peuvent compter que sur leur garnison, le moindre renfort est à plusieurs jours de marche. La terrible flotte vandale étant occupée en Sardaigne et les Romains souhaitant l'éviter, il est alors temps de faire embarquer les troupes. Bélisaire fait une première escale à Malte, et à la fin août 533, les Romains débarquent à Caput Vada. Sur place, ils établissent alors un véritable camp fortifié, avec des murs, des fossés, des palissades et tout ce qui va bien, à environ 5 jours de marche de Carthage, la capitale. L'expédition ne pouvait pas mieux commencer. L'armée romaine marche alors vers le nord direction Carthage, pendant que la flotte, elle, va remonter la côte pour bloquer les différents ports. L'armée romaine libère alors les premières villes, comme le cas par exemple de Soulectum. Et je dis bien libéré puisque Bélisaire est en mission assez singulière. Il interdit tous les pillages, et va même aller jusqu'à condamner et châtier les soldats qui vont alors enfreindre ces règles, mais surtout par exemple refuser de payer les commerçants ou les habitants pour le moindre service rendu. Tout est fait pour que la population, en majorité nicéenne, mais également arienne, soutienne l'expédition romaine contre le pouvoir vandale en place. Et pour le coup, si on en croit la propagande officielle de Procope, ça marche. Par exemple, à Soulectum, la cité va ouvrir d'elle-même les portes pour accueillir l'expédition romaine, mais surtout donner tous les chevaux à l'expédition de Bélisaire afin de renforcer sa cavalerie. Ça, c'est chantier. Pendant ce temps, côté vandale, Gélimer, qui est occupé par les morts, va décider de faire machine arrière pour aller sur la côte et défendre son royaume. Dans le même temps, il va faire prévenir son frère, Amatas, responsable de la défense de Carthage, d'exécuter Hildéric et ses 2 neveux, histoire de mettre un coup de pression aux Romains, et surtout montrer à ces derniers que s'ils le butent, il n'y aura personne pour remplacer le roi des Vandales. Mais ce qui finalement, quand on connaît les raisons officieuses de l'expédition, arrange bien le pouvoir romain. Justinien, pour le coup, ça il l'a pas vu venir, et il peut lui dire merci à Gélimer. Lâchez vos armes, ou je tue votre ami. Tuez-le, ce n'est pas notre ami. Gélimer, qui a une grosse partie de son armée occupée en Sardaigne, donne alors différents ordres de marche à ses troupes présentes sur le continent, histoire d'encercler l'armée romaine. Il demande à son frère de quitter Carthage et d'attendre les Romains à 15 km à l'ouest de la cité, proche de l'actuelle Tunis à Ad Decimum, avec environ 2000 hommes. Là-bas devra se trouver des renforts conduits par son neveu, Gibabon. Cette troupe de renforts devait devancer Amatas pour retarder l'avancée romaine avec 2000 cavaliers depuis le sud. Pendant que le roi, lui, devait venir depuis le sud-est avec les troupes de Tripolitaine, environ 7000 hommes, pour refermer le dispositif et encercler les troupes romaines. Mais le plan ne va pas se passer comme prévu pour les Vandales. Amatas, qui devait arriver après Gigabon et sa cavalerie, arrive en premier sur zone, et sa faible troupe, composée de 2000 hommes certes, mais principalement issus de la garnison de Carthage, tombe sur l'avant-garde romaine conduite par Jean l'Arménien, qui va ne faire qu'une bouchée des troupes de ce dernier. Amatas va même mourir au combat, et quand Gibabon arrive avec quelques minutes de retard, la cavalerie va alors se retrouver elle encore en sous-effectif. Les 2000 hommes vont devoir affronter l'armée romaine de 15 000 de Bélisaire, qui envoie simplement sa cavalerie fédérée, composée principalement de huns, d'érules, mais aussi de massagettes qu'il a pu recruter dernièrement. Là encore, même punition, Gibabon meurt au combat, et la cavalerie vandale est mise en déroute. Reste alors Gélimer, qui va arriver en retard, qui va être en sous-effectif certes, mais qui va être avec 7000 hommes, des troupes un peu plus aguerries, et surtout avec un avantage stratégique. L'armée romaine est alors dispatchée aux 4 coins du champ de bataille, et Gélimer, on l'a dit, est un soldat assez réputé. Sauf que manque de peau pour lui, quand il arrive, il reçoit des émissaires qui lui signalent la mort de son frère et de son neveu. Et Bichette, on le comprend, ça lui met un gros coup au moral, il n'arrive pas à jouer sur le momentum, et du coup, l'armée romaine arrive à prendre l'avantage sur les troupes vandales. Gélimer est contraint de fuir à travers le désert en direction de la Numidie, et dès cette première bataille, c'est triste à dire, mais le sort vandale est déjà joué. Bélisaire est alors libre de toutes ses manœuvres, il marche tranquillement en direction Carthage, et une fois devant les murs de la cité, les portes lui sont ouvertes. Il attend le 15 septembre 533, être sûr qu'il n'y a pas de coup fourré pour rentrer, et les troupes romaines sont accueillies en véritables libérateurs si on en croit Procope. Encore une fois, il interdit les pillages, va libérer les prisonniers des Vandales, et pour montrer un symbole assez fort, va s'asseoir lui-même sur le trône de Gélimer.
On envoie une lettre à Justinien, qu'il recevra début novembre 533 pour lui expliquer la bonne nouvelle, et dans le même temps, Bélisaire le sait, même si le coût et le symbole est fort, la campagne n'est pas terminée. Gélimer est vivant, et va falloir s'en occuper. Bélisaire fait alors reconstruire les murs de la cité, construire des fossés, et préparer la suite de l'expédition. Gélimer a en effet pas dit son dernier mot. Il établit son camp dans la plaine de Bula Regia, à environ 4 jours de marche de son ancienne capitale, et reconstitue ses troupes en réunissant les divers survivants des 3 corps de la précédente bataille. Selon Pierre Maraval, la troupe est constituée d'environ 8000 à 8500 hommes. 6000 lances. Moins de la moitié de ce que j'espérais. 6000 ne seront pas suffisantes. D'autres viendront. Et pour le coup, d'autres sont véritablement venus. Les troupes qui devaient s'occuper de la Sardaigne rentrent au bercail et sont conduites par le frère du roi, Saron. Les 5000 hommes de Sardaigne vont alors grossir les troupes de Gélimer, et Gélimer va mettre son armée en ordre de marche. La troupe vandale va alors s'installer à Tricamarum, où se trouve un aqueduc qui alimente la cité de Carthage en eau. Sur place, Gélimer fait détruire l'aqueduc, tente de recruter encore quelques hommes si possible parmi les locaux, en leur promettant terre et richesse, et si on en croit Procope, il va même réussir à soudoyer quelques fédérés romains, notamment parmi la cavalerie 1. Du côté romain, on a alors 2 choix. Soit on attend à l'abri des murs de la cité, mais on meurt de soif, soit on tente une sortie, mais la victoire n'est pas assurée, puisque cette fois, les Vandales sont au courant de la présence de l'armée romaine, et l'avantage numérique ne parle plus pour les Romains. Bélisaire va quand même tenter une sortie et va alors marcher en direction du camp vandale, puisque des deux, c'est probablement la mort la moins certaine. La bataille éclate alors à la mi-décembre, vers midi, si on en croit Procope, et dans un premier temps, c'est un duel de cavalerie. Les charges sont constantes et Tsaron, le frère du roi, va mourir dans la manœuvre. Ça devient une manie. À la fin de la journée, c'est l'infanterie qui finit le boulot quand les cavaliers sont morts, et la bataille va alors tourner encore une fois à l'avantage romain, sans plus d'explications. Gélimer est alors une nouvelle fois contraint à fuir, et Bélisaire, alors que la nuit tombe, décide d'établir son camp dans l'ancien camp vandale. Faut dire qu'avec des troupes blessées, fatiguées, probablement avinées et chargées de butin, se taper 25 km de marche en pleine nuit, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Bref, histoire d'assurer sa sécurité et d'éviter une potentielle contre-attaque au cours de la nuit ou au petit matin, Bélisaire va leur envoyer une petite expédition composée de ses bucellaires et dirigée par Jean l'Arménien, le chef de son avant-garde et un de ses généraux les plus prestigieux, histoire de trouver où se trouve Gélimer et voir si ces derniers préparent pas une contre-attaque. On va aviser. Mais aviser dans le calme. À tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Mais coup de pas de bol pour les Romains, en pleine nuit, à la faveur de l'obscurité, les troupes de l'avant-garde vont s'attaquer entre elles. Pensant voir des membres de l'expédition vandale, ils ne vont pas comprendre qu'ils sont en train de faire un tir ami, Jean l'Arménien meurt dans l'opération, alors que du côté vandale, Gélimer s'est réfugié au Mont Papois et n'avait absolument aucun moyen d'établir une contre-attaque dans les jours à venir. Avec la mort accidentelle de Jean et la connaissance que Gélimer est réfugié en haut d'une montagne sans aucune troupe, Bélisaire va décider alors de stopper la poursuite et d'établir quelques érules au pied de la montagne afin de surveiller des éventuels mouvements de la part du roi vandale. Pendant ce temps, les diversités vont alors se libérer d'elles-mêmes à la faveur de l'autorité romaine. Hippone est la première à ouvrir ses portes, et avec cette cité, le trésor royal vandale qui était alors en départ pour la Sardaigne. Bélisaire en profite pour lancer plusieurs expéditions en direction des Baléares, de la Corse et de la Sardaigne, mais également en Mauritanie, qui toutes vont alors se soumettre à l'autorité romaine sans la moindre difficulté, mettant ainsi fin de fait, cette fois pour de bon, au royaume vandale. Dans la seconde moitié de mars 534, Gélimer, alors piégé en haut de sa montagne, comprend que cette fois, il n'y a plus d'espoir. Il entre alors en contact avec les érules qui le surveillent et demande à être présenté à Bélisaire pour proposer sa reddition. Avec la reddition du roi vandale, à Constantinople on exulte, mais en Afrique, des voix commencent à s'élever. Certains, parmi l'entourage de Bélisaire, le voyant si loin à l'ouest, auréolé de prestige militaire, avec les pouvoirs de l'autocrator, et surtout avec des symboles forts pas tellement appréciés, comme le fait qu'il s'assoie sur le trône du roi vandale, on se dit que le général victorieux pourrait être tenté de faire son propre bisbis dans son coin, et pourquoi pas même prendre le pouvoir. Du coup, certains anonymes vont alors écrire à Justinien pour lui dire de rappeler le général victorieux et potentiellement de s'en méfier.
Mais ça, évidemment, encore une fois, c'est officieux. Puis dites... Ah oui, alors c'est ça. Alors on devait vous poser une question. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? Quand Bélisaire reçoit alors la lettre de l'empereur lui demandant de rentrer à Constantinople avec ses troupes, histoire de célébrer la victoire, évidemment ce dernier accepte. Au printemps 534, l'armée romaine rentre dans Constantinople, Bélisaire accompagné de ses bucellaires auréolés de prestige, et avec dans ses bagages, l'ancien roi vandale et sa famille. Justinien félicite alors son général victorieux, et pour marquer le coup d'un tel exploit, va même jusqu'à lui accorder les honneurs du triomphe. C'est rare, hein? Non, mais c'est un peu particulier parce qu'il était en mission spéciale. Oui, pour le coup c'est rare, puisque depuis le 1er siècle, les triomphes sont réservés exclusivement aux membres de la famille impériale ou à l'empereur lui-même. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas du général. Mais ce triomphe est quand même assez singulier. D'ailleurs, Procope, qui le décrit dans les moindres détails dans sa guerre contre les Vandales, va le rapprocher un peu plus du novatio assez traditionnel pour les généraux victorieux. Ainsi, l'expédition qui part du domicile de Bélisaire va marcher jusqu'à l'hippodrome. Bélisaire certes revêt la pourpre, mais tout comme Guélimère, et ce dernier va marcher à pied devant ses troupes, et non parader sur un char. Le cortège avance alors en direction de l'hippodrome, Bélisaire à sa tête, derrière lui se trouve le roi vandale et sa famille, puis ses bucellaires, suivis des prisonniers vandales, et du trésor de guerre rapporté depuis Libonne. Arrivés à l'hippodrome, Bélisaire et Guélimère sont présentés à Justinien, les deux s'agenouillent devant l'empereur, et les deux sont dévêtus. Bon, alors pour Guélimère, c'est la tradition, on va lui arracher la pourpre, c'est violent, et c'est pour montrer que ça y est, il a perdu son autorité. Mais pour Bélisaire, c'est lui-même qui va remettre sa pourpre à l'empereur, marquant ainsi de fait sa soumission. Pour Procope, ce triomphe est plutôt du coup à la gloire de Justinien plus que Bélisaire, et voit même une certaine humiliation pour le général byzantin. Mais bon, pour Bélisaire, faut pas déconner, ça se passe quand même super bien. Une fois ce triomphe terminé, Justinien va même le nommer consul, il va pouvoir parader une seconde fois de Constantinople, et cette fois, ce sera un poil plus glorieux. On va le mettre sur une chaise curule, porté à bout de bras par des prisonniers vandales, et Bélisaire aura le droit de distribuer une partie du trésor vandale, capturé dans sa campagne, afin d'acheter les bonnes faveurs de la foule. Quant à Guélimère, de son côté, lui, c'est pas si mal non plus. Il n'est plus roi, c'est plus une menace, et comme le veut la tradition romaine des monarques déposés, on va lui offrir un bout de lopin et une villa en Galatie, avec une rente annuelle, histoire qu'il finisse ses jours assez pépères. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Quant aux prisonniers vandales, là encore c'est assez traditionnel. 2000 d'entre eux sont recrutés dans l'armée byzantine pour fonder un nouveau corps, les Vandali Justiniani, les Vandales de Justinien. À l'instar des autres cavaleries fédérées comme les Huns, les Hérules, les Massagettes, bref, la tradition romaine. Les Vandales sont alors envoyés, non pas à l'ouest, faut pas être con, mais directement en Orient face à l'Empire perse, qui commence encore une fois à jouer des siennes contre les Romains. Pendant ce temps, l'ancien royaume vandale, lui, devient une véritable province romaine. Justinien crée la préfecture du prétoire d'Afrique, qui inclut alors les anciennes provinces romaines d'Afrique de Carthage, Byzacène, Tripoli, Maurétanie et Tanger, les Baléares, la Corse et la Sardaigne. De plus, le cliché de la paperasse administrative byzantine nous permet de dresser un tableau assez complet de cette province. Celle-ci comporte 846 fonctionnaires, dont 5 douks chargés d'aider le préfet du prétoire, Solomon, à administrer la province. Ce préfet est alors assez puissant, il est tout seul en Occident, il est singulier, et du coup a un pouvoir beaucoup plus développé. Il cumule les rôles de préfet du prétoire et celui de Magister Militum d'Afrique, titre recréé par Justinien, ce qui fait de Solomon le chef politique et militaire de la région. Son pouvoir est installé à Carthage, ancienne capitale vandale, et nouvelle capitale de la préfecture d'Afrique. Mais qui pour le coup, histoire de montrer quand même qui est le taulier, si loin en Occident, avec un pouvoir si développé pour Solomon, est renommé en Carthago Justiniana. Je suis pas sûr d'avoir besoin de traduire. Ça, c'est à moi. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est terminé cette aventure romaine en Afrique. Les Maures, qui n'appréciaient pas beaucoup l'autorité vandale, apprécient pas spécialement non plus l'autorité romaine. Du coup, la guerre est à peu près continuelle, et même pour Solomon, il y a des soucis de sédition dans son armée. La paix, dans la nouvelle province, ne viendra qu'aux alentours de l'année 543. Mais pour Justinien, l'Afrique, c'est bel et bien terminé. C'est du passé et va déléguer. Il a un nouvel objectif dans le viseur, l'Italie,
puisqu'il a reçu certaines nouvelles qui l'encouragent à regarder de ce côté-là de l'Adriatique. Faut dire que pour Justinien, l'Italie, c'est un peu son gros projet. C'est le boss final de sa conquête, c'est ce qui légitimerait le fait qu'il soit un nouvel empereur romain, en recapturant des villes symboles du passé romain, comme Milan, Ravenne et bien sûr Rome. Sauf que l'Italie, elle est occupée par les Ostrogoths. Et ce royaume, contrairement au royaume vandal, ou même face au royaume franc un peu plus à l'ouest, est probablement le plus gros morceau, le plus puissant de l'Occident médiéval de cette époque, et sur le papier, c'est même une sorte d'état client de l'Empire. Autrement dit, lui déclarer la guerre, c'est pas une super bonne idée, et c'est pas très légitime. En plus de ça, le royaume ostrogoth est l'un des royaumes les plus étendus territorialement, avec une frontière directe sur l'Empire en Illyrie, contrairement au royaume vandal, donc va falloir préparer une ligne de front pour défendre le Limès. Il s'étend également sur la Pannonie, la Norique, la Rhétie, l'Italie bien sûr, mais également la Sicile et la Provence. Autrement dit, de la plaine, des îles, de la montagne, un véritable cauchemar logistique. En 526, un élément va alors tout déclencher. Théodoric, le roi des Goths, meurt, et son fils, encore mineur, le suit de peu dans la tombe. La régence est alors confiée à Amalasunthe, la femme de Théodoric, qui, on l'a vu, est plutôt en bon terme avec les Romains puisqu'elle permet à ces derniers de mouiller dans les ports de Sicile dans la campagne contre le royaume vandal. Sauf que cette dernière va se faire exécuter en 535 par son neveu, Théodard. Et Justinien va se servir de ce prétexte pour intervenir. Une expédition qui officiellement, encore une fois, est faite pour établir un pouvoir légitime en Italie et remettre en place un gouvernement favorable à Constantinople, mais surtout pour faire rentrer l'Italie une nouvelle fois dans le giron impérial, avec comme cible principale Rome, qui tout au long du conflit, on va le voir, va passer de main en main entre les Ostrogoths et les Romains. Mais tout ça c'est promis, c'est pour la prochaine fois. Le bisou.